La malnutrition et les stress oxydatifs vont être nos points d'appui pour parler aujourd'hui de vieillissement. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur LVB, l'émission qui vous permet d'être véritablement au courant des éléments qui vous permettent d'être en forme, qui vous permettent d'avoir la santé. C'est donc cet univers que nous vous proposons aujourd'hui, cet univers de la science qui vous permet d'avoir ce bien-être tant recherché par toutes et par tous. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de notre personne ressource, M. Talé, à qui nous disons déjà bienvenue sur le plateau. Bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, comment se porte M. Talé? Je me porte bien. Voilà. Pas fatigué avec les voyages de ces derniers jours? Dans tous les cas, je viens de faire un massage pour atténuer les effets de la fatigue. Un massage relaxant. Un massage relaxant, si voilà. tu veux. Et ça revigore beaucoup également. Effectivement, c'est pour ça que je suis en forme. Voilà. Après le fait, tu sais, j'ai fait un déplacement sur l'Ouest. Je suis rentré vers 10 heures. Voilà. Aujourd'hui, on va parler une fois de plus, du vieillissement. Oui. Mais on va s'appuyer sur deux forces de maladie principales qui sont des véritables accélérateurs, la malnutrition et les stress oxydatifs. Oui. Il est bien vrai qu'il y a une interaction entre les différentes forces de maladie, mais nous avons choisi des forces qui ont un impact très direct sur le vieillissement, à savoir la malnutrition et les stress oxydatifs. Très bien. Avant de revenir à notre thématique centrale, qui est le vieillissement, on va revenir, M. Talé, sur notre ligne éditoriale, le vrai bien-être. Ouais. Vous parlez d'un modèle dynamique, d'un idéal à atteindre, et ça demande donc beaucoup d'efforts. Et les efforts vont être sous-tendus par la connaissance. Par la connaissance et par la prise en charge personnelle. Oui. Ça, c'est même c'est le leitmotiv parce que ce que nous développons ici, Guy, c'est d'apprendre à chacun de nous à s'auto-gérer. Oui. Il est bien vrai qu'on ne peut pas se passer des médecins, on ne peut pas se passer des thérapeutes, mais on doit aider les thérapeutes à nous aider. Et cela passe à travers une connaissance, une bonne connaissance de soi, une bonne connaissance de son environnement, une bonne connaissance de ce que nous mangeons, une bonne connaissance du moins, une connaissance en général. En général, oui. Voilà. Donc le vrai bien-être est un modèle. Je rappelle ici que c'est un modèle développé par ASCABI, l'Association camerounaise pour le bien-être, qui a pour vocation, bon, il y a des objectifs, mais la vocation première, c'est de développer, c'est de promouvoir le bien-être. Et cette association donc, a développé un modèle, le modèle vrai, qui est le modèle optimal. Parce que dans tout ce que nous faisons, on cherche toujours à atteindre le niveau le plus élevé. Donc on optimise. Chacun de nous devrait chercher à optimiser son bien-être. Donc il passe à travers le modèle que nous développons. Et c'est un modèle donc qui tient compte de l'homme dans son holistique, comme on dit. Dans son ensemble. Dans son ensemble. Donc, toutes les parties de l'homme sont prises en compte. Et nous prenons ici l'hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie. Il n'y a même pas seulement nous. Aujourd'hui, dans toutes les formes thérapeutiques, on prend l'hygiène de vie. L'hygiène alimentaire, l'hygiène de ceci. L'hygiène corporelle. L'hygiène corporelle, tout est prôné. C'est-à-dire, à côté des médicaments, on vous dit, si vous ne suivez pas ceci, vous ne serez pas guéri. Donc, nous mettons l'accent sur l'hygiène de vie, qui suppose une hygiène du corps, une hygiène de l'âme et une hygiène de l'esprit. Et dans l'hygiène du corps, je le rappelle toujours, nous avons 4 piliers sur lesquels on met l'accent. Il y a l'hydratation, l'eau. La consommation d'eau. L'eau a un impact très très important sur le fonctionnement de notre organisme. L'eau nous apporte beaucoup de sels minéraux. L'eau favorise l'élimination des déchets. Il y a la fonction respiratoire. Mais avant d'atteindre la fonction respiratoire, il faut insister sur le fait que la quantité d'eau est importante. Il faut signaler le minimum qu'on doit consommer par jour. Ici, n'entrons pas, nous restons dans
les généralités. Parce que le minimum dit le terrain biologique diffère d'une personne à l'autre. Donc, on va dire à tel, prends 2 litres, prends 3 litres. L'idéal, c'est de prendre beaucoup. Bon, disons que, on va dire 1 litre par jour. Oui. Mais il y a des organismes où à moins d'1 litre aussi, ils résistent. Oui. L'idéal, c'est de comprendre son corps. Oui. Et dans des cas échéants, nous avons parlé suffisamment d'obésité ici. Si vous avez atteint un certain seuil d'obésité, de surpoids, vous devez augmenter les quantités. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire ici que buvez 1 litre, buvez 3 litres, buvez un ensemble de choses. Mais l'idéal, c'est qu'il faut consommer beaucoup d'eau. Et quand on dit l'eau, ce n'est pas seulement l'eau minérale. C'est l'eau, c'est sorti aussi à travers les tisanes. Et si vous faites votre tisane, regardez un peu comment les Chinois, regardez ceux qui travaillent. Ils ont toujours une gourde entre les mains. À chaque instant, ils sont en train de boire. Donc quand on parle de l'eau, ça peut être l'eau à travers même les jus de fruits, à travers un certain nombre de choses. Mais l'idéal, c'est de consommer beaucoup d'eau. Oui. Voilà, on passe à l'autre fonction respiratoire. Voilà. C'est cette fonction qui apporte l'oxygène, qui permet au corps d'avoir de l'énergie. Et cette fonction respiratoire, nous mettons l'accent dessus parce que on voudrait mettre en exergue un certain nombre de phénomènes qu'on ignore. La respiration, on croit que la respiration, c'est aussi simple que cela se comporte. Mais nous devons savoir qu'il y a beaucoup parmi nous qui respirent mal sans le savoir. Donc, nous tous, nous respirons, mais on ne respire pas de la même manière. Mais il y a les méthodologies pour pouvoir respirer, pour pouvoir avoir le maximum d'oxygène. Et c'est ce que nous devons rechercher. Non seulement nous attirons votre attention, mais pour ceux qui veulent approfondir, vous pouvez vous rapprocher de certains centres de développement susceptibles de vous donner un certain nombre par rapport à votre l'attitude pour la bonne respiration. Mais ce que nous allons prôner ici, c'est il y a le sport, qu'on va dire tout à l'heure, qui accélère aussi la fonction respiratoire. Mais sinon, il y a les méthodologies beaucoup plus développées par les orientaux qui permettent de faire une bonne respiration. Même les sportifs en connaissent. Tu te rappelles au lycée, quand on fait le sport, on vous parle de moment expirer, inspirer. Ça, c'est des méthodologies qui permettent d'avoir une bouffée d'oxygène beaucoup plus importante. Tout à fait. Qui donc favorise le métabolisme du corps et vous permet d'avoir suffisamment d'énergie. Alors, il y a la fonction nutritionnelle qui est une clé. Je ne vais pas dire la clé principale, parce que tout le monde en met l'œil. Même quand on parle de l'hygiène de vie dans les centres de santé, on va toujours parler de l'hygiène alimentaire. Toujours. On va même oublier les autres. Mais l'hygiène alimentaire est une clé, parce que auquel si vous mangez beaucoup sans boire, c'est un problème. Mais c'est que la nutrition apporte le maximum d'éléments qui font fonctionner le corps. Les sels minéraux, les vitamines, les oligo-éléments, les principes actifs même que la science n'a pas encore découvert, qui agissent sur notre santé, qui agissent sur notre bien-être. C'est la nutrition. Mais quand nous mettons ici l'accent sur la nutrition, c'est une bonne nutrition. Une nutrition bien agencée. Une nutrition saine. Saine. Non pas seulement saine, bien agencée. Il faut depuis là, nous développons dans le plus les vitamines, les sels minéraux pour permettre aux gens de connaître. Nous devons connaître ce que nous mangeons, connaître la composition de ce que nous mangeons. Bon, c'est une science très... Mais le minimum, quand nous développons ici, là, quand vous saisissez le minimum, vous pouvez savoir comment les agencer. Dans tous les cas, en vous rapprochant des diététiciens ou des nutritionnistes, ils vous favorisent l'agencement. Ensuite, il y a le sport. Le sport favorise la relaxation. Les autres parlent de l'activité physique. L'activité physique, il accélère la fonction respiratoire, il active le métabolisme. C'est ça que vous allez voir le régime amaigrissant. On va toujours vous prescrire le sport. Vous allez voir tous les hypertendus, tous les diabétiques, on vous prescrit les mouvements. Je crois qu'il y a un médecin qui a dit ici qu'on devrait déjà faire des ordonnances pour prescrire le sport. Les activités physiques, pour permettre, parce que la sédentarité a tué la société moderne. La plupart des maladies de civilisation sont liées à la sédentarité. C'est-à-dire, nous ne marchons pas, nous ne faisons pas des mouvements comme nos ancêtres. Il y a les voitures, il y a des facilités de déplacement qui sont parties aggraver cette situation. Il y a notre mode de vie lié à notre travail. Vous n'avez qu'à voir les secrétaires assis dans les bureaux, passent toute la journée sans mouvement, et ça les prédispose donc à une accumulation de trucs, à un trouble de métabolisme. Voilà. Ensuite, donc, il y a la partie
et non visible. La partie invisible, disons comme ça, l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit. Et là, nous allons toujours revenir sur un paramètre sur lequel nous mettons l'accent, l'estime de soi. L'estime de soi qui est le socle du développement personnel. Dans toutes les grandes écoles, de tout, quand on va vous parler du développement personnel, c'est le socle. Dit que le développement personnel consiste à se connaître. Connaître son potentiel, connaître qui on est et mettre l'accent sur ces différents éléments. Pourquoi se développer? Je crois qu'on se développe pour le bien. On ne se développe pas pour le mal. Pas du tout. On se développe, c'est pour le bien. Donc l'accent est mis ici sur l'estime de soi. Il faut s'accepter. La première des choses, il faut s'accepter. Il faut s'aimer. Il faut aimer les autres. Parce que notre vrai bien-être, j'ai mis l'accent ici, j'attire sur l'amour, l'amour du prochain, l'amour de l'environnement. Parce que le vrai bien-être que nous prenons ici, on ne peut pas l'avoir seul dans une communauté. Vous ne pouvez pas avoir le vrai bien-être dans un environnement pollué, dans un environnement où tout le monde souffre, ce n'est pas possible. Donc l'une de nos missions, c'est de nous arranger à ce que notre environnement soit bien. Et c'est ce qui justifie notre présence ici. Absolument. Parce que notre présence ici c'est notre mission, c'est notre manière de vous rendre heureux pour que nous soyons heureux. Et si nous, on ne prône pas ce que nous sommes en train de dire là, on ne sera pas là, on n'aura pas le vrai bien-être. Absolument, il faut donc, partager. Chacun de nous devrait chercher ce qui est en lui et partager. Je mets ici l'accent sur l'amour. Si vous n'avez pas l'amour du prochain, vous n'allez pas chercher le bien-être du prochain. Donc l'amour consiste à chercher le bien-être du prochain. Donc je prends des exemples. Quand vous voyez un peu l'égoïsme qui prône, qui règne dans le système moderne. Donc les gens, bon, je ne sais pas, on va dire pouvoir, mais je rappelle là-bas que c'est le faux pouvoir. Parce que si vous accumulez tout pour vous-même, pour pouvoir vous asseoir sur les autres, pour écraser les autres, sans chercher le bien-être des autres, vous êtes dans le faux pouvoir. Parce que le vrai pouvoir, c'est un pouvoir qui vous permet de relever les autres. Moi, je rappelle ici, regardez un peu, même si dans la tradition africaine, les choses ont changé à l'heure actuelle. Était chef, qu'on appelait quelqu'un chef, c'est celui qui était supposé encadrer sa population. C'est-à-dire que le chef, c'est celui qui est supposé avoir une puissance, puissance financière, puissance intellectuelle, puissance de tout, pour pouvoir guider. Quand on parle même dans la Bible, Moïse, quand on guidait les peuples, les chefs, c'est-à-dire que son objectif, c'est d'amener son peuple de la misère vers le bonheur. Donc, si vous accumulez pour chercher le bonheur, vraiment, ce serait bien. Mais si vous acculez plutôt pour... Non, vous ne serez jamais chef. Vous avez pour accumuler, mais vous allez rendre la misère autour de vous. Et votre pouvoir sera un pouvoir, vraiment, un faux pouvoir. Un faux pouvoir, donc, parce que vous-même, vous ne serez jamais en paix. Voilà. Donc ici, quand nous parlons de l'amour, notre amour personnel, l'amour du prochain, c'est de chercher le bien-être de l'autre. Ensuite, ici, toujours dans l'estime de soi, il y a la connaissance de soi qui permet d'avoir la maîtrise de soi, de développer un ensemble de choses. Mais il y a l'élément foi qui est un élément fondamental. Nous devons croire à quelque chose, croire à ce que nous faisons, croire en Dieu, croire à la guérison, croire que nous allons... Donc ça, c'est un phénomène. Donc nous allons partir de la croyance en Dieu pour le déporter dans tout ce que nous faisons dans la vie. Donc quand on dit croire en Dieu, nous ne le voyons pas, comme on l'a toujours dit ici, mais nous vivons ces manifestations. Donc si vous croyez vraiment en Dieu, vous pouvez croire en votre projet. Et dans les différentes religions, vous disent plutôt de vous confier à Dieu pour que Dieu soit votre support dans tout ce que vous dites. C'est ça qu'on dit, si vous croyez en un être puissant, vous n'allez plus avoir peur de l'homme, vous n'allez plus avoir peur des autres trucs parce que vous croyez à un être suprême qui est susceptible de vous apporter tout. Donc vous pouvez croire la même chose en votre projet. C'est-à-dire de la même manière que vous croyez en Dieu, vous pouvez croire à ce que vous faites. Croire que je vais réussir, croire que je veux faire ceci, croire que... Donc c'est de ça qu'il est question. Et quand vous avez tous ces éléments, vous avez une bonne hygiène de l'âme. Et là, vous pouvez être équilibré. Voilà. Alors ensuite, il y a l'hygiène de l'esprit qui se chevauche avec l'hygiène de l'âme. Qui, nous avons parlé du
au niveau de qui passe par la vertu, donc qui passe par une bonne moralité. Donc, nous devons chercher à faire une bonne moralité. Une bonne moralité suppose que nous devons rechercher à faire du bien. Hein? Parce que quand vous êtes immonde, vous faites du mal. Donc vous ne faites rien. Nous devons chercher à faire du bien pour vous et pour les autres. Mais nous devons aussi ici apprendre à gérer nos émotions. Très bien. C'est l'élément de base. Nous devons éviter tout ce qui va nous enterrer, tout ce qui va nous faire descendre, tout ce qui va nous faire... dans la perfection, nous cherchons à avoir le plus haut niveau de l'estime de soi. Donc, les sentiments, les émotions négatives nous descendent. La peur, la jalousie, la haine. Donc, avec tous ces éléments, vous n'aurez jamais le plus haut niveau de l'estime de soi. Et je rappelle ici que quand vous avez le plus haut niveau de l'estime de soi, vous êtes à l'aise. C'est-à-dire que vos choses se font aisément dans que vous ayez de l'argent ou pas. Vous êtes heureux, vous êtes en harmonie. Aussi, il faut avoir la maîtrise de ses émotions, éviter la peur, éviter la colère, le stress, les dépressions, et cultiver la joie, cultiver l'harmonie. Donc quand vous avez tous ces éléments, vous pouvez prétendre au bien être. Très bien, M. Talley. Je crois qu'on a tellement répété, ces notions qu'aujourd'hui, nous sommes sûrs que nos amis téléspectateurs ont véritablement saisi le sens de ce qu'est le vrai bien-être. Et davantage, on va revenir sur ces notions-là pour rendre cela vraiment partagé, pour partager ça avec tout le monde. On va demander à la technique de caler l'élément innovation pour qu'on présente quelques fruits de vos recherches, M. Talley. Si la technique est prête, on va caler l'élément innovation. Avez-vous une nouvelle découverte? Avez-vous une idée innovante? Avez-vous un produit innovant? Chercheurs, inventeurs, voici votre plateforme. AC Nova. Pour une grande visibilité, contactez-nous. Espace offert par l'ASCAP. Avez-vous une nouvelle découverte? Avez-vous une idée innovante? Avez-vous un produit innovant? Chercheurs, inventeurs, voici votre plateforme. AC Nova. Pour une grande visibilité, contactez-nous. Espace offert par l'ASCAP. Avez-vous une nouvelle découverte? Avez-vous une idée? Voilà notre espace innovation, qui est un espace ouvert à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui ont des idées nouvelles ou des produits à présenter, comme tout à l'heure, M. Talley va nous présenter. On a sur le plateau le riz étuvé et le sablé au riz. Voilà, M. Talley, présentez-nous ces... Donc, je commence par le riz étuvé. Vous avez là-bas deux variétés. Il y a le rouge, le brun, qui est un riz complet. C'est un riz qui vient du Tonga. Voilà. Le bon riz de Tonga. C'est une variété qu'on cultive un peu partout parce que j'ai aussi le riz rouge qui vient de Fumbo. Mais ce riz rouge vient particulièrement de Tonga. Il y a aussi le riz de Yagua qui est rouge, non? Oui, on trouve un peu les prix, mais ils ne développent pas la culture comme à Tonga. Oui. À Tonga, ils font vraiment... ils ont rendu, c'est un peu comme le culturel, Voilà, le riz de Tonga est un peu comme le poivre de Penja. On l'appelle le riz des diabétiques. Donc quand vous êtes à Tonga, on appelle ça un riz de luxe. Parce que vous avez le riz chinois très blanc sur le marché qui coûte moins cher. Qui est de mauvaise qualité, disons-le. Non, je ne me fie qu'au niveau du coût. Parce que j'étais au marché de Tonga. Vous voyez un riz très propre qui coûte cher. À côté, vous avez le riz. Parce qu'à Tonga, même, ils ne le décortiquent pas bien souvent découpé. Mais c'est très cher. Et on vous dit ça, c'est un riz de luxe. Donc, c'est pas à la portée de... Alors, quand on dit riz diabétique, c'est un riz qui est riche. Parce que il est plus riche. Déjà que le riz de Tonga, le mode de culture, c'est un mode de culture qui est
bio, qui n'utilisent pas beaucoup d'engrais dans leur... Mais en même temps, c'est une variété qui est très riche en magnésium. Et l'étuvage, maintenant, vient encore ajouter les quantités de nutriments. Parce que l'étuvage est un processus qui favorise. Au cours de ce processus, les nutriments migrent de la coque vers la pulpe. Et déjà, quand on l'étuve même, le décortiquage devient facile. On peut à la main enlever la coque sans trop flotter. Et c'est au cours de ce flottement généralement qu'on enlève les nutriments. C'est ce qui a justifié la maladie Beriberi, comme nous allons voir tout à l'heure sur la vitamine B1. Parce que la découverte de la vitamine B1 a été liée au riz poli, qui contient, la coque contient beaucoup de vitamine B1, et quand le poli on l'enlève. On comprend que ce riz, c'est un riz complet. C'est un riz complet. Et à côté, c'est le riz de Sancho, qui aussi n'est pas, il y a quelques grains. Il n'est pas brun. Il n'est pas brun, mais il y a quelques grains noirs là qui fait sa spécificité. C'est un riz parfumé, qui est toujours un riz complet. Mais de très bon goût également. Très bon goût également. Voilà. Lui aussi, il est bio, non? Bio, tout ce que nous faisons est bio. Nous sommes en train d'accélérer sur le bio. Le vrai bien-être, on vous amène à consommer ce qui est bien. Dans tous les cas, l'innovation ici chez nous consiste à trouver des éléments susceptibles de booster votre bien-être. Voilà. Donc, à côté, vous avez le sablé. Avant d'arriver, c'est vrai que le sablé également va entrer dans la même dimension, mais vous êtes dans un programme CD2 où vous travaillez sur les dérivés du riz, et même du riz. Je crois que c'est la raison d'être, n'est-ce pas, de cette exposition. Cette exposition, oui. Vous allez voir même sur l'étiquette, le CD2, qui est dans le tout. Donc, nous avons bénéficié de ce financement. Et l'objectif de ce financement pour nous était de développer, de travailler dans le post-récolte. Le post-récolte, c'est tout simplement la transformation qui booste la culture. Ça veut dire, si nous ne transformons pas nos matières premières, elles vont rester toujours au stade rudimentaire. Et il n'y a pas de plus-value. Voilà. Si nous les transformons, on va booster la culture, on va multiplier la culture. De plus en plus que nous parlons ici, la consommation du riz camerounais qui était un peu dans l'obscurité, ça s'ouvre. Les gens demandent. Dans les grandes boutiques, à Maïmé, ça finit. Les gens demandent dans les autres boutiques, on est en train de nous demander le riz complet camerounais. Et ça veut dire qu'on est en train déjà progressivement avoir les bons résultats par rapport à ce projet. Parce qu'enfin, beaucoup de gens sont toujours posés la question où trouver le riz camerounais. Bien sûr qu'il y a le problème de coût. Le problème de coût est lié non seulement à la qualité, mais lié aussi au fait que la culture du riz reste encore embryonnaire. Au fur et à mesure qu'on va développer la culture du riz, on va baisser le coût du riz camerounais. C'est comme ça qu'il vous compte. Mais déjà, son coût reflète sa qualité. Parce que vous avez le riz parfumé venant de l'extérieur, même étant poli, qui coûte 1000 francs le kilo. Vous devez comprendre que le riz camerounais qui est bio, qui a toutes ces substances nutritives, il n'y a pas de raison qu'il coûte aussi francs que les autres. Et je rappelle ici que le riz chinois qui coûtait 300-400 le kilo, je crois que c'est subventionné. Subventionné. Parce que pour lutter contre la faim, je crois que le gouvernement a mis un certain taux de subvention pour pouvoir favoriser, parce que c'est l'un des produits les plus consommés. Donc, pour qu'on puisse tirer le riz, nous devons donc les consommer. Surtout quand c'est un riz complet, ça veut dire que notre santé est garantie. Et en plus, le patriotisme, nous... il faut développer les produits, la consommation des produits locaux. L'utilisation des sous-produits, comme vous dites, dans la transformation. Donc, je disais que nous travaillons sur deux aspects. La technologie et puis le procédé. Dans la technologie, nous construisons les étuves. Les étuves, on aura l'occasion peut-être de présenter les prototypes ici. Les étuves pour étuver le riz. L'étuvage, c'est quoi? C'est un processus qui consiste à tremper le riz. On trempe le riz à une certaine température pendant 24 heures. Après, on passe le riz à la vapeur et ensuite on sèche et on décortique. Donc le riz que vous voyez là a traversé des étapes pour arriver à ce niveau. Et au cours de ce processus, donc, les nutriments migrent de la coque vers la pulpe. Pour gagner en qualité. Qui ne colle pas, c'est un riz qui gonfle beaucoup, c'est un riz qui est plus bon à consommer, c'est un riz qui est plus riche. Donc, qui nous donne la santé. À côté de on a le sablé enrichi au riz. Donc je disais, dans les procédés que nous développons, nous utilisons, parce qu'au cours du décortiquage, généralement dans les unités
de décortiquage de riz dans le pays, on perd beaucoup de riz à travers les brisures. Les brisures, c'est les parties qui se cassent au cours du décortiquage. Nous utilisons donc ces éléments, on réduit en farine pour incorporer dans les biscuits, dans le pain, un ensemble de choses qu'on vous a déjà présenté ici. Donc ce sablé au riz, c'est un sablé particulièrement enrichi au riz, parce que je rappelle ici que la farine de blé, compte tenu du fait que c'est un produit le plus consommé, a rendu sa culture industrielle. Qui dit industriel parle de l'usage de beaucoup d'engrais, de beaucoup de choses qui rendent... Voilà, en plus il y a la mouture, la réduction en fine couche fait que la farine de blé perd ses nutriments. Donc notre objectif c'est d'incorporer des choses plus riches pour relever le niveau nutritionnel des biscuits. Donc nos biscuits c'est particulier. Non seulement nous avons la farine de riz à l'intérieur, mais nous avons le fruit de baobab, qui est un antioxydant. Tout à l'heure, nous avons parlé de stress oxydatif. Nous avons la phomomum d'Anili, ce que vous appelez vulgairement le jujube, qui est aussi très riche en antioxydants. Je rappelle ici que c'est l'un des produits pour ceux qui s'occupent de leur santé. Il y a le goji qu'on fait la promotion aux États-Unis. Qui est un antioxydant. Moi, je mets à qui le défi, notre jujube, si les recherches sont poussées, son pouvoir antioxydant doit être supérieur au goji. C'est ça que nos tradis praticiens l'utilisent toujours dans la plupart. Dans leur potion. C'est compte tenu de sa richesse en différents éléments actifs. Voilà, on a dans nos différents produits. Sans tarder, sans transition, nous rentrons dans notre thématique. La semaine passée, on parlait déjà du vieillissement, du vieillissement qui était on va dire, qui était un facteur qui affecte tout le monde. Mais il faut véritablement comprendre le phénomène pour voir, pour ralentir, n'est-ce pas, pour que ça ne soit pas précoce, pour que cela ne se passe pas avec douleur, avec souffrance. Voilà. Et aujourd'hui, on va s'appuyer sur la malnutrition et les stress oxydatifs pour voir comment ces aspects, ces forces de maladie-là interviennent pour accélérer sur le processus de vieillissement. Monsieur Tabé. Déjà, commençons par la malnutrition, certainement. Oui, avant d'arriver à ces éléments qui rappelons un peu le vieillissement. Le vieillissement, nous avons dit la dernière fois que c'était un processus normal. Tout le monde est appelé à vieillir. C'est pour cela qu'on parle de la jeunesse. Quand vous voyez un enfant, les os grandissent, après un certain moment, ça se stabilise, après un certain moment, en fait. Mais ce vieillissement est un phénomène donc normal. Mais c'est plutôt les désagréments du vieillissement qui font problème. Nous avons suffisamment parlé de la ménopause ici. Nous avons dit que la ménopause chez les femmes est un phénomène génétique normal, comme la menstruation, mais qui, pour certaines femmes, occasionnait beaucoup de désagréments. Et c'est ces désagréments que nous sommes amenés à lutter contre pour maintenir notre bien-être. Voilà. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir les facteurs qui agissent sur ce processus, à savoir la malnutrition et le stress oxydatif. Très bien. Voilà. Alors, parlant donc de malnutrition, voilà, qu'est-ce qu'on peut déjà dire pour ceux peut-être qui regardent pour la première fois? Voilà, définition, parce que quand on parle de malnutrition, de prime abord, les gens vont croire, on voit la malnutrition sous une forme. Sur la forme de la carence sévère, où il n'y a pratiquement pas d'apport. Si vous allez au Nord Cameroun, aussi vous voyez beaucoup, généralement dans les centres pédiatriques, vous allez voir des enfants chétifs qui ont le kwashiorkor, qui ne mangent pas, qui ont le tout. Quand vous allez encore vers l'extrême nord, et beaucoup plus vers les zones où il y a la guerre, vous voyez ici, là, malgré le fait que la vie soit dure, on mange quand même. On essaie de manger, mais sachez qu'ailleurs, ils ne trouvent même pas de quoi manger. Ça veut dire qu'ils ont une carence totale. Il n'y a pas. Tout à l'heure, nous avons parlé de la fonction nutritionnelle. Une des fonctions clés qui était d'apporter les nutriments. C'est-à-dire ils n'ont pratiquement pas de nutriments dans le corps. Pendant les périodes de guerre. Je ne sais pas ce qui se passe. La technique ne cadre pas, M. Talley. Oui. Voilà.
pendant les périodes de guerre. Vous allez voir en Éthiopie, ça a été un phénomène. On envoyait, on montrait les photos. L'Africain était caractérisé par ses kwashikors. Donc quand on parlait un blanc, un Africain, il voit les gens dénutris, les gens qui ne mangent pas, les gens qui n'ont pas de nourriture. Ça, c'est une forme. Et il y a une autre forme qui est liée à un excès. C'est-à-dire que l'excès de bouffe. Quand vous mangez aussi beaucoup en désordre, vous tombez dans le cas de la malnutrition. Donc ça, tout excès de nuit, comme on dit. Dans tous les cas, si la fonction nutritionnelle n'est pas atteinte, vous êtes mal nourri. La fonction nutritionnelle, l'un des grands objectifs de la fonction nutritionnelle, c'est d'apporter tous les nutriments que le corps a besoin. Donc si vous mangez beaucoup bien, de bonnes choses, et qu'à la fin, vous n'avez pas les nutriments nécessaires, vous êtes mal nutri. Bien sûr qu'il y a des facteurs qui interviennent dessus, dans la malnutrition. Il y a le facteur digestion, le facteur absorption, assimilation. Ça veut dire quoi? Vous pouvez manger de très bonnes choses, manger ce qui est riche, prendre beaucoup de compléments alimentaires, mais votre système digestif peut être défaillant et les nutriments n'entrent pas, ne quittent pas de ce que vous mangez pour entrer dans le sang. Vous serez mal nourri. Donc on rencontre beaucoup de ce cas dans la société. Et c'est ce qui justifie, parce que les gens vont se poser la question. Voyez les Américains, ils ont le taux de cancer le plus élevé du monde. Ils ont le taux de diabète, ils sont obèses, ils sont dans les trucs. Voilà les conséquences. Être l'obésité, c'est une conséquence de malnutrition. Le cancer aussi relève aussi de la malnutrition. Alors, les gens se posent la question, comment les gens au sang riches peuvent être mal nourris? C'est tout simplement parce que ce que eux ils mangent, généralement, cette nourriture n'a pas assez de nutriments pour pouvoir nourrir le corps. L'industrie a développé beaucoup de choses de bon goût. L'industrie agroalimentaire met l'accent sur le bon goût. Toutes les formes de transformation moderne des aliments privent les aliments de ces nutriments. Dévitalise les aliments. Voilà, dévitalise les aliments. Vous avez les procédés de chauffage, les moutures, on fait moudre, on pasteurise, on stérilise. Les fast-food, avec des additifs. On fait frire, on dénature les huiles. Au cours de tous ces processus, il y a perte de nutriments. Alors du coup, vous faites donc une liaison entre la malnutrition et le vieillissement? Je vais y arriver. Je suis en train d'expliquer. Nous sommes dans le cadre de la malnutrition et on va y arriver. Je suis en train de... Pourquoi? Pour que les gens comprennent pourquoi les gens sont mal nourris. C'est parce que ce qu'ils mangent, c'est que se retrouvent sur leur table et démunis. N'a pas assez de nutriments. Et c'est ce qui justifie la notion de bio. C'est quand donc tous ces grands États se sont rendus compte que tout ce qu'ils avaient sur la table leur apportait beaucoup de problèmes, qu'on a dit comment faire alors pour recadrer la nourriture. On a mis sur la législation la notion de bio. Comment contrôler la traçabilité de quelque chose depuis le champ jusqu'à la consommation pour veiller à ce que les gens mangent ait une valeur nutritive. Et c'est ça la notion de bio. Donc quand on dit bio en Europe, c'est une notion législative. Pour que vos produits soient décrétés bio, vous devez payer la certification. Et quand vous payez cette certification, il y a un processus de contrôle pour voir que vous ne trichez pas, que vous utilisez carrément les engrais. Généralement, quand on dit bio, là-bas, le bio, c'est qu'il y a un seuil. On réduit seulement un certain seuil. Donc, ce n'est pas comme nos produits naturels qui sortent de la forêt où on n'a jamais mis de l'engrais au sol. Donc, il faut qu'on se comprenne. Donc, les produits naturels que nous avons ici, même les produits non bio que nous avons ici, si on veut faire le contrôle, ils seront plus bio que les produits bio là-bas. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, vous avez les gens très riches qui mangent bien, qui mangent beaucoup, mais qui sont toujours carencés. C'est parce que leur alimentation est pauvre. Et du coup, ça affecte leur fonctionnement. Et comme tu posais la question tout à l'heure, voilà tous les éléments qui créent le vieillissement. Parce que nous allons voir tout à l'heure à travers les stress oxydatifs que tous ces éléments
Donc, ce manque de nutriments dans l'alimentation entraîne les stress oxydatifs. Oui, revenons donc pour présenter les stress oxydatifs. Oui, ouais, oui, je n'ai pas fini avec la nutrition. La nutrition, donc je vous ai parlé des facteurs, certains facteurs donc, qui entravent. C'est-à-dire il y a le mode de culture, il y a la transformation qui diminue. Maintenant, il y a ce phénomène d'absorption et d'assimilation. Donc, je disais que si on veut bien se nourrir, on doit aussi regarder ce système digestif. Veiller à ce que la flore intestinale soit active, soit véritablement équilibrée. Que tous les éléments qui concourent à la digestion, au système digestif, soient en place. À savoir, est-ce que les enzymes, les différents enzymes, le foie, le pancréas, la sécrétion des sucres, est-ce que tout cela a lieu? Si nous veillons à ça, est-ce que la flore intestinale, est-ce qu'il n'y a pas les mauvais germes qui vont empêcher l'absorption et l'assimilation? Et de plus en plus, on va plus loin. On va jusqu'à la membrane cellulaire. Parce que dans l'assimilation des nutriments, il y a la flexibilité de la membrane cellulaire. Quand la membrane cellulaire est rigide, il n'y a pas assimilation. On a dans l'absorption certains nutriments qui rendent qui rend rigide la membrane. Tels que les mauvaises graisses, tels que les graisses trans, qui rendent la membrane cellulaire. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses donc, qui entravent dans la nutrition et concourent donc au vieillissement. À partir du moment où il y a une interaction, nous allons le voir tout à l'heure à travers les stress oxydatifs. Voilà. Pour dire simple, ça veut dire si on ne mange pas bien, ce qu'il faut à notre organisme, ceci rend nos cellules fragiles en termes d'alimentation, de nutrition. C'est-à-dire que si on ne mange pas bien, ceci rend notre processus de vieillissement, on va dire, accéléré. Le processus de vieillissement. Parce que nous avons commencé notre cours en disant c'est un processus normal. C'est un processus sur lequel on peut agir et ralentir le vieillissement pour diminuer les désagréments du vieillissement. Parce que ce sont les désagréments qui font problème. C'est-à-dire pendant la vieillesse, il y a un certain nombre de maladies, de mal-être qui s'installent. Nous avons commencé par la ménopause. Les femmes, il y a les bouffées de chaleur, le rétrécissement de la chaleur, l'affection du système nerveux. Donc il y a tous ces éléments. Pour l'homme, il y a la faiblesse sexuelle, il y a les rides pour tout le monde. Il y a tous ces éléments qui interviennent au cours du vieillissement. Et la maîtrise donc, de la nutrition et des stress oxydatifs permet d'agir sur le système, de le ralentir et de diminuer. Alors, M. Dalé, de manière, je reviens encore sur la même question. Peut-être que pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas très bien les notions scientifiques, ça veut dire que si on ne mange pas bien, si on n'est pas bien nourri, notre vieillissement va arriver vite, c'est ça? Effectivement, effectivement. Parce que l'une des causes des stress, peut-être qu'il faut répondre à cette question après avoir développé sur les stress. Allons-y donc sur les stress. Que les gens comprennent. Parce que si nous ne développons pas ce processus, les gens vont comprendre difficilement. Alors, les stress oxydatifs se passent au niveau des cellules, des cellules du corps. Des cellules du corps. Alors, les stress oxydatifs, c'est les stress occasionnés aux cellules par l'oxygène. Donc, nous avons parlé du métabolisme, qui est le processus de transformation de nutriments en énergie. Et c'est cette énergie qui fait fonctionner le corps. Dans cette équation de métabolisme, je le rappelle ici, c'est nutriments plus oxygène, plus insuline, donc énergie plus déchets. Donc dans les gammes de déchets, là, il y a des molécules très, très actives qui détruisent encore nos cellules. Et on les appelle les radicaux libres. Et ces radicaux libres, donc, concourent encore à la destruction des cellules. Bon, c'est un phénomène un peu paradoxal. Les gens vont se poser, faut-il arrêter de manger? Pas du tout. Parce que c'est en mangeant, c'est après la nourriture que vous avez le métabolisme. Les radicaux libres. Mais selon la constitution du corps, selon le modèle que Dieu avait, Dieu a créé le corps en mettant des éléments susceptibles de bloquer ces éléments nuisibles, ces radicaux, les antioxydants sécrétés par le corps. Donc le corps sécrète ses propres antioxydants pour lutter contre ce phénomène. Mais ce qui se passe, c'est que
c'est le rapport de force. Il y a de plus en plus de radicaux libres que les antioxydants que le corps possède. Voilà. Et c'est ça qui justifie donc la destruction des cellules. Alors, et le processus de vieillissement, c'est quoi? Une étude a été menée. Et ceux qui ont développé la technologie de stress oxydatif, c'est que plus vous êtes soumis au stress oxydatif, plus vous vieillissez. Donc le stress oxydatif occasionne le vieillissement. Donc toute destruction de cellules, parce que vous devez savoir qu'à chaque instant, vos cellules se renouvellent. Si au lieu de se renouveler, elles meurent, vous allez vieillir. Voilà comment il faut comprendre le processus du vieillissement. Donc le processus du vieillissement n'est que la destruction de ces cellules. Donc la lutte contre le vieillissement, je reviens donc sur ta préoccupation de tout à l'heure, consiste donc à lutter contre ces stress oxydatifs. Et c'est ce qui justifie donc l'une des propriétés des aliments qui est à l'heure actuelle son pouvoir antioxydant. Donc plus le pouvoir antioxydant d'un élément est élevé à l'heure actuelle, plus l'élément est important. Donc, de plus en plus, sur le plan nutritionnel, on va vous conseiller de consommer des éléments riches en antioxydants. C'est par rapport à ce phénomène. C'est par rapport à ce phénomène de vieillissement. Et ces éléments ne sont apportés qu'à travers la nutrition. C'est pour ça que nous avons choisi aujourd'hui le thème de nutrition, stress oxydatif et vieillissement. Malnutrition. Voilà. Donc, vous avez un certain nombre d'éléments riches en antioxydants. La vitamine C, par exemple, comme nous l'avons, est un antioxydant. Vous avez des sels minéraux qui ont des pouvoirs antioxydants. Vous avez un ensemble, que ce soit les caractères qui sont riches qui ont un pouvoir antioxydant élevé. Et dans la nutrition, donc, la lutte contre le vieillissement consiste à orienter son alimentation vers ces éléments. Alors, bien sûr que ce n'est pas puisque dans l'hygiène de vie, nous prenons le sport, les activités physiques qui concourent aussi, puisque tout est lié. Les activités physiques vont toujours activer au niveau des cellules, ou activer la nutrition, activer l'absorption des nutriments. Alors, la question que je vais vous poser, est-ce que l'alimentation est le seul moyen par lequel le corps peut emmagasiner, n'est-ce pas, des déchets? Est-ce qu'il n'y a que l'alimentation, M. Tawi? Oui, ce n'est que le stress. Les radicaux libres sont formés au cours de ce processus. Parce que tout à l'heure, vous parlez de la bonne respiration. Si l'air est pollué, on aura certainement les radicaux libres dans l'air. Si l'air est pollué, parce que on va plutôt voir des éléments qui affectent ces stress oxydatifs. Donc il y a tout un ensemble. Nous avons dit ça au cours de la nutrition, mais nous avons des facteurs aussi qui accélèrent. La pollution. Les additifs nuisibles, les pesticides qui se trouvent dans les aliments accélèrent ce processus de vieillissement, c'est-à-dire accélèrent les stress oxydatifs. Donc il y a les métaux lourds, il y a l'exposition à la pollution, il y a donc dans les stress oxydatifs, on parle aussi internes et externes. On parle aussi des médicaments chimiques qui sont des facteurs. Voilà, tous les produits chimiques, les médicaments concourent aussi, accélèrent aussi. À stresser les cellules. Donc accélérer dans le processus de vieillissement. Donc si nous revenons sur les causes des stress oxydatifs, c'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce qui occasionne les stress oxydatifs? Il y a déjà la malnutrition. Si vous n'apportez pas suffisamment d'antioxydants, comme j'ai dit tout à l'heure, le rapport sera à faire, vous serez envahi par les radicaux libres, vos cellules vont se détruire. Si vous vous exposez aux pollutions. Oui. Vous allez accélérer le processus de stress oxydatif. Si vous consommez des produits non bio ou naturels, pollués, pleins d'additifs, pleins de colorants, pleins de pesticides, vous accélérez le processus de stress oxydatif, de la destruction des cellules par les radicaux libres. Il y a donc ce facteur interne qui est le fait de trop manger. C'est-à-dire que si vous mangez aussi beaucoup, vous accélérez la production des radicaux libres, surtout quand vous mangez des aliments pauvres en nutriments et riches en calories. Ça, c'est donc l'une des grandes causes des stress oxydatifs, c'est l'excès de bouffe. Et c'est ce qui justifie donc la nouvelle forme de malnutrition, beaucoup plus remarquée dans les sociétés occidentales.
C'est-à-dire qu'ils sont nantis, ils vont vers le plaisir, ils mangent ce qui est bon, ils mangent en grande quantité, ils ne veillent pas à la qualité nutritionnelle de ce qu'ils mangent. Ils ont beaucoup de maladies liées au vieillissement. Voilà. Donc ceci précipite dans le... Ensuite, il y a d'autres facteurs, la cigarette, il y a l'alcool, voilà tous les éléments qui concourent, qui accélèrent le processus de vieillissement. Voilà, on a donc un ensemble de choses. Ça veut dire que, M. Talé, dès qu'on connaît tout ça, on peut maintenant trouver les voies et moyens pour contrecarrer le vieillissement précoce, disons-le comme ça, ou alors le vieillissement doit être véritablement accompagné pour que cela arrive de manière, on va dire, douce. Voilà. J'en profite pour revenir encore sur notre ligne éditoriale. Oui. Le vrai bien-être, qui est un état dynamique. Ce dynamisme consiste à faire quoi? À rechercher à chaque instant quels sont les éléments actifs qui vont nous permettre d'éliminer telle ou d'accélérer telle chose. Voilà l'un des phénomènes de connaissance que nous devons avoir. De plus en plus, la science, au fur et à mesure que la science évolue, il y a les nouvelles découvertes, il y a plein de choses qui nous permettent de comprendre. Parce que nos ancêtres, peut-être, n'avaient pas la possibilité d'expliquer, mais ils avaient l'intuition pour pouvoir mettre en application. Vous voyez que c'est des gens qui ne se polluaient pas. Bon, peut-être c'était leur chance, ils ne vivaient pas dans un environnement pollué qu'aujourd'hui. Notre environnement. Et ils vivaient le plus longtemps possible sans avoir trop de désagréments, de vieillissement que nous avons à l'heure actuelle. Il n'y a pas encore les fast-food à l'époque. Alors, lorsqu'on a donc tout ceci, M. Talé, celui qui veut maîtriser, on va dire quoi, sa vieillesse, la dernière fois, on a parlé, n'est-ce pas, de la prise d'âge. On a fait la prise d'âge liée, n'est-ce pas, à la vieillesse. Alors, celui qui veut rentrer dans la vieillesse en étant en bonne forme, en étant vif, qu'est-ce qu'il doit faire, M. Talé? Oui. Avant de répondre à la question, je vais encore faire une mise au point par rapport à ce processus de vieillissement. Nous avons rappelé la dernière fois que, bien sûr, que tout le monde vieillit. On ne vieillit pas de la même façon. Parce que nous avons pris des cas où nous voyons des gens âgés, parce que la question qu'on a posée la dernière fois, est-ce que vieillir, prendre de l'âge, c'est vieillir? Nous avons donc remarqué dans la société qu'il y a des gens très âgés, mais qui paraissent jeunes. Du moins, qui sont restés jeunes. Et nous avons de l'autre côté des gens moins âgés, mais qui paraissent vieux. Voilà. Et c'est là où c'est ça qui a amené les scientifiques à aller développer tout ce que nous... Quand on observe un phénomène, on s'en va voir qu'est-ce qui est à l'origine. On se rend donc compte que ceux qui ont une mauvaise hygiène de vie sont soumis à une vitesse de vieillissement plus accélérée que ceux qui ont une bonne hygiène de vie. Et voilà, et c'est ce qui justifie donc notre enseignement ici. Nous sommes en train de parler de la malnutrition, des stress oxydatifs, qui sont des phénomènes sur lesquels nous pouvons agir. Et en agissant donc sur ce phénomène, on peut ralentir le vieillissement. C'est-à-dire on peut prendre de l'âge en restant jeune. Et l'idéal donc, c'est d'arriver à ce niveau parce que quand on est vieux, il y a un certain nombre de phénomènes qui contrarient notre bien-être. Voilà, on peut prendre cette préoccupation. Bonsoir à M. Talé sur le plateau. S'il vous plaît, est-ce que la malnutrition et les stress oxydatifs ne sont-ils pas liés? Voilà. Oui. Voilà la question de notre ami. Nous avons commencé notre propos en disant qu'il y avait une interaction entre les forces de maladie. Mais il y a une corrélation entre la malnutrition et les stress oxydatifs. Donc, si vous mangez les cochonneries, vous allez accélérer les stress oxydatifs. Parce que limiter les stress oxydatifs, c'est de prendre beaucoup d'éléments riches en antioxydants. Je vous ai parlé des rapports de force. Ça veut dire quoi? Si vous êtes soumis à un excès de stress oxydatif et vous ne prenez pas beaucoup d'antioxydants, vous allez accélérer le processus de vieillissement. Voilà. Je crois qu'on avait une autre préoccupation là. Voilà. Salut à vous. S'il vous plaît,
l'obésité est-il réellement un facteur de vieillissement précoce? Je ne sais pas si vous comprenez le sens de sa question. Oui. L'obésité est un facteur de vieillissement. Je reviens sur l'interactivité des forces de maladie. L'obésité, dans les différentes forces de maladie que nous appelons, fait partie des troubles du métabolisme. Et quand on regarde un peu l'interaction entre les forces de maladie, on va voir que dans les troubles de métabolisme, la malnutrition intervient. Même les stress oxydatifs interviennent aussi dans les troubles de métabolisme. Donc, si pour qu'il y ait accumulation dans le processus, vous voyez l'équation du métabolisme, nutriments plus oxygène plus insuline donne oxygène plus déchets. Quand il y a rupture de cette équation, c'est à ce moment-là que les triglycérides se forment. Ça veut dire quoi? Nous avons parlé de la fonction respiratoire qui peut agir, mais les nutriments qui est la base peuvent aussi être à l'origine. Et généralement, c'est ça. L'excès de bouffe ou bien le manger ce qui n'est pas riche entraîne donc les troubles de métabolisme, entraîne l'obésité. Voilà, on a au moins cette personne a signé, c'est Josiane qui dit s'il vous plaît, est-ce qu'avec les tisanes amincissantes, voilà, c'est ce qu'elle dit, avec les tisanes amincissantes, je peux régler le problème de vieillissement précoce? Voilà la préoccupation de notre ami. Oui, à partir du moment où l'obésité accélère le processus du vieillissement, donc vous avez l'obligation de lutter contre l'obésité. Et la lutte contre l'obésité, c'est sous plusieurs formes. Il faut voir la cause. Est-ce que c'est lié à l'excès de bouffe? Est-ce que c'est lié à votre thyroïde? Est-ce que c'est lié à la sédentarité? Est-ce que c'est lié au... Et la prise des tisanes favorise déjà les tisanes, que ça entre dans leur nature, apporte beaucoup de nutriments, apporte aussi beaucoup d'eau qui favorise donc aussi la minceur. Voilà. Voilà, il y a notre ami Félicité qui dit bonsoir. Expliquez-moi comment fabriquer son jus de fruits sans l'eau pasteurisée pour tuer ces microbes, ou encore l'eau conservée sans y mettre des conservateurs. Voilà, quelqu'un. Félicité, c'est félicité. Ça dit jus de fruits sans pasteuriser. Donc, est-ce que la pasteurisation a un problème, M. Talé? Oui, la pasteurisation suppose que vous avez au départ, on pasteurise généralement un jus de fruits quand on veut le conserver. Oui. Si la consommation est à l'immédiat, vous n'avez pas besoin de pasteuriser. Oui. Regardez un peu à la briqueterie. Vous allez voir la briqueterie avec un certain nombre d'appareils, de mixeurs. Ouais, qui font le tout. Est-ce que là-bas, on n'a pas besoin de pasteuriser? Quand vous venez, vous donnez votre goût. Les agences, ils font souvent des cocktails de fruits. Vous pouvez demander qu'on mette un peu d'orange, un peu de tout. Ils mettent tout ça dans un moulinex, on vous donne. On n'a pas besoin de pasteuriser. La pasteurisation et la stérilisation, c'est pour la commercialisation. Donc vous êtes supposé embouteiller. Et ces bouteilles doivent aller mettre un temps sur les surfaces. Et c'est ça qui passe donc qui pousse donc l'industrie à pasteuriser. Donc vous avez au cours, comme je l'ai toujours dit, toutes les formes de transformation créent des pertes. Oui. Donc au cours de ces différentes transformations, il y a des pertes de nutriments. Si vous voulez votre jus, je crois que très prochainement, on va vous présenter un petit appareil ici qui vous permet de faire vos jus à consommer directement. À consommer directement. Donc si vous voulez, de plus en plus, quand on vous demande, on vous conseille les crudités, les aliments frais, les aliments, c'est pour que vous ayez encore la totalité de vos nutriments dans les aliments. Ouais. Donc si vous passez l'aliment au feu, même au cours de votre cuisson, il y a toujours les pertes de nutriments. Voilà. Alors, M. Talé, il y a certains nutritionnistes qui proposent un certain régime alimentaire, n'est-ce pas, pour garder la forme et rester jeune. Ils disent le matin, manger comme un prince. Oui. À midi, manger comme un roi. Mais le soir, au souper, manger comme un mendiant. Ceci va vous permettre de rester jeune et surtout bien en forme. Que pensez-vous, n'est-ce pas, de cette approche? Oui, sur le plan nutritionnel, il y a beaucoup de modèles de régime.
C'est-à-dire que si vous abordez même les documents de nutrition, vous allez voir beaucoup de modules, petit déjeuner, consommer ceci, de tout consommer un ensemble de choses. Mais en gros, ici, nous vous conseillons seulement de faire un effort pour varier. Et ça, c'est des modèles. Pour ceux qui veulent faire, ils se rapprochent des nutritionnistes, ils vont faire. Alors, celui-là, je le retiens seulement à la fin. Quand il vous demande de manger comme les mendiants, ça veut dire, vous dit le soir de ne pas consommer beaucoup. Parce que mangez-vous le matin comme un prince, le soir, vous à midi comme un roi. Vous avez de la peine à digérer. Ce n'est que ça l'unique phase. Dans tous les cas, sur le plan scientifique, nous devons comprendre le processus de tout. Quand vous entrez dans la compréhension de ce que vous faites, vous avez la possibilité de manipuler de plusieurs manières. C'est quand vous appliquez bêtement que vous sans comprendre que vous avez. Et c'est ce qui justifie donc la plupart des régimes copie-collés. C'est-à-dire que il y a un régime qu'on a fait appliquer en France, vous venez l'appliquer au Cameroun. Est-ce que l'environnement de la France et l'environnement du... Est-ce qu'on trouve les différents nutriments qui sont en France au Cameroun? Donc le bon conseil nutritionnel, c'est de vous permettre d'agencer ce que vous avez autour de vous. Voilà. Avant de revenir à notre élément le plus, on va rappeler aux uns aux autres, vous pouvez toujours envoyer vos préoccupations, on a encore le temps pour répondre à vos préoccupations par rapport à la thématique du jour. Et il y a notre amie Félicité qui est revenue. Elle dit « Parce que je veux commercialiser mes jus naturels dans le Cameroun, comment bien faire ?» Voilà. C'est un processus. Elle ne peut pas le faire sans pasteuriser. Elle ne peut pas le faire sans. Déjà que elle veut, à moins qu'elle mette des conservateurs. Elle doit avoir. Elle dit qu'elle veut, donc ça veut dire. Ça veut dire qu'elle a un certain nombre. Elle a un projet qui suppose un certain nombre d'équipements. Il y a les machines pour broyer ou centrifuger. Il y a les bouteilles pour conditionner. Dans les bouteilles qu'on trouve sur le marché, il y a les bouteilles en verre, il y a les bouteilles en plastique. Si vous choisissez l'option des bouteilles en verre, vous ne pouvez pas les stériliser parce que les bouteilles vont se faire le tout. Là, la durée de vie est encore limitée si vous ne mettez pas les conservateurs. Par contre, il y a les bouteilles en verre que vous pouvez, après la pasteurisation, passer à la stérilisation pour détruire certains germes. À ce moment-là, ces jus en verre peuvent mettre le plus longtemps possible dans les surfaces. Mais je rappelle ici que vraiment l'industrie, il ne faut pas qu'on tire trop sur l'industrie aussi sans savoir. Si vous voulez conserver le pur jus par exemple, c'est même après, vous aurez de la peine d'avoir à stériliser parce que tous les macros, tous les trucs sont là. Contrairement au jus centrifugé qui favorise donc la stérilisation. Donc, si vous voulez faire du pur jus, vous devez, si vous voulez éviter les conservateurs. Quand vous dites pur jus, ça veut dire qu'on ne doit pas. On boit le pur jus, on garde tout. Ni ajouter de l'eau, ni ajouter le tout. Vous pressez tout simplement le jus. Vous mettez dans le en tamisant quand même. Voilà. Donc, moi, je conseille ici, je crois, la recherche, je t'appelle aussi la recherche dans le tout. Il y a des conservateurs naturels que nous devrons chercher pour pouvoir préserver nos aliments aussi. Et c'est ici que j'interpelle nos chercheurs qui ont fait beaucoup de trucs dans ce domaine. Mais généralement, je rappelle ici que c'est les secrets des gens. Il y a des gens, ici, vous allez voir par exemple le vin de palme, pasteurisé, stérilisé, stabilisé, où beaucoup de gens ici les stabilisent avec les produits naturels. Et ça reste les secrets. Et ça garde tout leur goût. Ils n'utilisent pas les produits chimiques comme conservateurs, ils utilisent les produits naturels. Mais les questions pour nous, du moins ça entre dans notre ligne éditoriale, dans notre ligne aussi de recherche. Nous sommes aussi à travers ce que nous faisons de chercher des produits naturels susceptibles de servir comme conservateurs. Très bien. On va passer à l'élément le plus. Le plus, c'est tout à l'heure. Bien, nous sommes sur le plateau de LVB, l'univers de la science au service
du bien-être, ou si vous voulez, au service de la santé. Le plus cet après-midi, c'est bien la vitamine B1, une vitamine très importante qu'on retrouve dans certains éléments dont notre personne ressource va nous parler aujourd'hui. Déjà, lorsqu'on parle de vitamine B1, M. Talé, il s'agit d'un groupe de vitamines qu'on retrouve dans la vitamine B. La vitamine B1 fait partie des groupes de vitamine B et qui font aussi partie des vitamines hydrosolubles. Donc solubles dans l'eau. Très bien. Voilà, donc cette vitamine B1 a ses caractéristiques comme toutes les vitamines, très sensible à la chaleur. Donc, très sensible à la chaleur et aussi donc se dégrade à la chaleur et les milieux acides. Oui. Là, je précise ici les milieux acides et à queue. Bon, c'est une vitamine qui s'est découverte dans les années 1900, c'est dans les années 1920 même qu'on va finaliser la recherche. On le découvre avec l'expérience des maladies appelées beriberi. Voilà, donc à un certain moment en Asie, il y a eu le phénomène de pollution du riz. Au fur et à mesure que la population grandit, on a besoin de satisfaire leurs besoins alimentaires. Et pour satisfaire leurs besoins alimentaires, il faut passer au machinisme. Et le riz qui se décortiquait au pilon, avec des machines, maintenant il faut des machines qui vont polir les graines. Le polissement aussi, c'est par rapport au système, au marketing. Les gens ont besoin d'acheter ce qui est beau. Esthétique. Et on découvre du coup. Alors, cette pollution donc a créé une maladie beriberi. On a observé un certain nombre de trucs, de gens qui avaient des problèmes nerveux, des problèmes de paralysie, les trucs. Donc, les hommes inspirés, les hommes de génie se sont rendus compte avec des observations que c'était lié à une carence en vitamine B1. Alors, la personne a fait comment pour le détecter? A dit qu'on a vu la même manifestation qui se passait chez les hommes sur les poules. Mais je crois que l'homme qui a découvert, on a nourri ces poules qui avaient été déjà atteintes avec le riz complet, le riz entier. On a vu les symptômes diminuer. Et c'est alors où on est parti voir, identifier qu'il y avait quelque chose dans la coque de riz qu'ils ont dénommé la vitamine B1. C'était la première vitamine B à découvrir. Voilà. Aujourd'hui, on est déjà après de B20 quelque chose. B jusqu'à B12, ouais. On y reviendra. Mais sinon, cette vitamine a ses caractéristiques. Bon, il agit, comme la plupart des vitamines B, sur le système nerveux. C'est-à-dire la vitamine B particulièrement agit sur le système nerveux central et sur le système nerveux périphérique. Ouais. Alors au niveau du système nerveux périphérique, c'est le point de conduite de tous les nerfs. Donc tous ceux qui souffrent des problèmes neurologiques là, à travers la vitamine B1 peuvent avoir, bon, B en général, mais B1 particulièrement. Même au niveau du système nerveux central. C'est pour cela que lors de la maladie beriberi, certaines personnes avaient les troubles nerveux. Donc, il y a ce rôle. Il y a le rôle aussi à l'intérieur des cellules, le rôle de métabolisme. Il joue un rôle très important dans le métabolisme des glucides. Et c'est ça qui justifie, vous savez que les glucides, l'énergie, le cerveau a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner, beaucoup plus d'énergie venant des glucides. C'est pour cela donc la carence de vitamine B1 va entraîner aussi beaucoup de troubles nerveux. Voilà, en gros, le rôle que je... Alors, on peut déjà voir où est-ce que les sources. Voilà. On trouve les groupes de vitamine B en général dans les germes de blé. Les germes de blé. Dans le foie. Le foie des animaux. Il y a le foie de vache. On parlé du riz complet. Voilà, dans les céréales. Le riz complet est riche en vitamine B1. Et je reviens encore sur les notions scientifiques. Pourquoi on dit que le riz brun est le riz des diabétiques? C'est un riz qui est suffisamment riche en vitamine B1 parce que les diabétiques ont un problème de métabolisme des glucides. Des glucides, du sucre. Alors, à partir du moment où ils consomment un riz qui a ces différentes vitamines, ils ont moins de problèmes énergétiques. Voilà. C'est pour ça que c'est un riz conseillé pour les... Donc du coup, c'est bien pour tout le monde. Voilà, c'est bien. En dehors... Donc, il y a les germes de blé, il y a la spiruline, qui est l'un des trucs très riches en
en groupe de vitamine B. Bon, je rappelle ici que dans la recherche nutritionnelle, je crois qu'il faut toujours chercher un ensemble. Soit que quand vous avez des problèmes, on vous prescrit tout un complexe. Parce que vous allez voir, au fur et à mesure que nous allons voir les vitamines, vous allez voir une interactivité entre les différentes vitamines. Donc, la vitamine B, elle ne va pas agir seule. La vitamine B, comme tous les groupes de vitamine B, agissent par exemple en présence du magnésium. Donc, vous voyez, il y a tous ces éléments qu'il faut rechercher. Mais il ne faut pas seulement rechercher une seule vitamine. Je crois que c'est quand on est carencé maintenant que les médecins, qu'on trouve une carence, une déficit total, que le médecin peut maintenant vous suppléer en vitamine. Voilà. Alors lorsqu'on a parlé des vitamines de manière générale B, mais de manière spécifique la vitamine B1, alors on peut la retrouver dans ces différentes sources. Alors, mais les personnes donc, qui sont sensibles, qui sont sensibles d'être suppléées, qui n'ont plus besoin de la vitamine B. Il y a les diabétiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a les alcooliques. Donc, plus vous prenez de l'alcool, plus vous avez besoin de la vitamine B. Et j'attire l'attention ici parce que souvent, quand on parle de l'alcool, les gens ne comprennent pas. Bien sûr, c'est bon à boire, mais vous devez savoir, par exemple, que l'alcool inhibe l'absorption de la vitamine B1. Donc, c'est-à-dire qu'il empêche l'absorption de la vitamine B1. C'est ce qui justifie donc leur carence. C'est-à-dire que les grands buveurs sont carencés en vitamine B1. D'où la nécessité, vous allez voir que quand on fait une étude biochimique, on va leur prescrire les doses de vitamine B1 pour suppléer au manquement créé par l'alcool. Alors, s'il n'y a pas de vitamine B1, le corps va se porter très mal. Je vous ai déjà parlé, le système nerveux, le problème énergétique des glucides va se poser. C'est ça que les alcooliques ont besoin de la supplémentation avec vitamine B1. Il y a les femmes enceintes qui en ont besoin, il y a les enfants en âge de croissance, il y a les gens qui sont soumis à des médicaments diuriques, les gens qui vomissent, vous devez suppléer aussi beaucoup en vitamine B1. Voilà. Je crois qu'on aura fait pratiquement le tour de la question. Le temps pour nous de revenir aux préoccupations de nos amis téléspectateurs. Voilà. Bonsoir à vous, monsieur. J'ai été malade et stressé et j'ai perdu le poids que j'avais. Quelle nutrition ou conduite à tenir pour le récupérer? Merci. C'est Trinité. Voilà, Trinité en phase de convalescence. Alors, on ne va pas faire un régime personnalisé à quelqu'un qu'on ne voit pas. Tout ce que nous pouvons le conseiller, c'est d'orienter son alimentation vers les aliments riches, comme nous venons de dire. Il faut qu'il mange beaucoup de fruits et légumes, et puis, si possible, se rapprocher des nutritionnistes pour la supplémentation. Si le cas est très grave, on peut lui faire les compléments alimentaires qui vont secourir la nutrition. Parce que la nutrition, généralement, ne permet pas de vite se rattraper. Je veux dire à travers le régime habituel, à travers une alimentation ordinaire. C'est ça que dans des cas graves, on est obligé de suppléer. Suppléer, c'est-à-dire avec des additifs, compléments alimentaires? Il y a des compléments alimentaires. C'est-à-dire qu'il y a les compléments alimentaires ne sont que les associations des aliments. C'est-à-dire que les gens ont associé à votre place. Toi qui demandes qu'on te fasse une prescription, peut-être d'une liste, ça a été réduit en petite quantité. Et puis quand vous le prenez, vous vous remontez très vite. Alors, peut-on lier donc notre vitamine B1, la vitamine du jour, à ce phénomène de vieillissement? Nous parlons aujourd'hui de vieillissement. On peut lier les deux? À partir du moment, regardez un peu la corrélation même. Il y a l'alcool qui est un facteur qui crée le vieillissement, qui inhibe l'absorption de la vitamine B1, qui agit sur le métabolisme. Et quand vous avez un trouble de métabolisme, à partir du moment où il y a une interaction entre les forces de maladie, ça entraîne automatiquement le stress oxydatif, qui est à l'origine du vieillissement. Voilà. Ça veut dire que dans tous les cas, la lutte contre le vieillissement, en conclusion, comme nous allons voir tout à l'heure, c'est de rechercher notre vrai bien-être. Voilà. Notre vrai bien-être. Mais puisqu'on a parlé, on est revenu beaucoup plus sur la malnutrition et le stress oxydatif. Ça veut dire que l'alimentation, tout ce que nous ingurgitons, doit jouer un rôle
plus ou moins néfastes sur notre bonne santé ou notre apparence physique. Notre apparence physique. Tout ce que nous... À l'heure actuelle, je vous ai parlé du pouvoir antioxydant des aliments. Regardez un peu un fruit. Il y a le mangoustan. Mangoustan, c'est un fruit. Hein? C'est un fruit cultivé, on le trouve. Allez demander le kilo du mangoustan dans les supermarchés, vous allez voir comment ça coûte. Et ce fruit prend de l'ampleur à cause de son pouvoir antioxydant. Vous avez des aliments qui ont un pouvoir antioxydant élevé tel que la gelée royale. Oui. Allez un peu voir. Ça, c'est pour les riches. Hein? Oui, mais eux, ils connaissent quand même ils connaissent le pouvoir quand on parle de supplémentation, c'est tous ces éléments un peu comme ça. La gelée royale, c'est un complément alimentaire spécifique. Il y a le pollen aussi. Le pollen d'abeille aussi est riche en antioxydants. Des éléments. Vous allez voir. Pour ceux qui nous suivent, vous n'avez qu'à aborder tous les grands là. Vous allez voir leur régime. Ils sont beaucoup, soit c'est les gelées importées, soit ils sont en contact avec les apiculteurs par rapport à un ensemble de produits de ruches qui sont riches en antioxydants. Voilà. Et généralement, on a présenté également les fruits comme des antioxydants. Oui, le pouvoir de manière ordinaire, pour ceux-là qui veulent mais bien. le pouvoir oxydant, que ce soit des fruits ou des légumes, varie d'un fruit à l'autre. On va vous dire par exemple que j'ai un conseil, les fruits colorés, fruits rouges, par exemple, ont un pouvoir antioxydant très élevé. Le raisin, pourquoi on vous conseille le vin rouge? Le pouvoir antioxydant du vin rouge est élevé. Malgré du fait qu'il contient de l'alcool, il a un pouvoir antioxydant, le bon vin rouge, assez élevé. Le raisin, tout ce qui, vous avez des fruits qu'on vend généralement dans les pousses, qui ont la coloration rose, ils ont un pouvoir antioxydant élevé. Même le mangoustan que nous disons, vous allez voir sa coloration, il est rouge. Donc, les études scientifiques ont été menées. On se rend compte donc que tous les fruits qui ont une coloration rouge là ont un pouvoir antioxydant élevé. Voilà. On a un autre ami ici, Roland, qui demande comment est-ce qu'on peut agencer notre petit déjeuner. Un petit déjeuner bien copieux. Tout à l'heure, on disait qu'il faut consommer comme un prince. L'agencement de la nutrition dépend de l'environnement et de la poche de la personne. Nous sommes au Cameroun, à Yaoundé, par exemple. Quand vous êtes à Yaoundé, un étudiant qui est à la MINI n'a pas le pouvoir pour pouvoir manger comme un... C'est pour cela que chacun doit faire à son niveau. Il y en a qui se limitent le matin seulement à un yaourt, à un petit croquet éternel. Il y en a qui prennent peut-être un fruit, une banane, dans le tout. Ça dit que tu t'arranges à voir, est-ce que j'ai au moins un antioxydant? Est-ce que j'ai pu avoir au moins des aliments riches en groupe de vitamine B? Est-ce que j'ai pu avoir un ensemble? C'est ce souci que nous avons. Déjà que je vous donne un exemple par rapport à ce que nous faisons. Nous avons un ensemble que nous faisons. Nous avons le curcuma, la cannelle en poudre, le gingembre en poudre, l'ail en poudre. Alors, si vous voulez varier votre alimentation, ça veut dire que vous pouvez peut-être si vous êtes étudiant, dans votre bouillie, un peu de cannelle, un peu de, et vous avez tous les aliments. Donc, il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes. On ne va pas vous dire que manger 2 mangues par jour, 2 oranges. Pour moi, ce n'est pas évident de faire ce genre de régime. Voilà, on a notre amie Micheline qui dit moi je suis obèse, j'ai un gros ventre et des grosses cuisses. Je fais l'effort de manger une seule fois par jour. Est-ce que ceci est dangereux pour moi? Elle mange une fois par jour. C'est dangereux. Qu'on soit obèse ou pas, je dis que... Elle veut diminuer. Mais diminuer ne veut pas dire qu'on se prive de nourriture. Parce que comme nous avons parlé du métabolisme, regardez un peu, dans le métabolisme, nous avons un nutriment. Et c'est la qualité des nutriments qui favorise le métabolisme. Je reviens même sur la vitamine B1. Nous avons dit tout à l'heure que la vitamine B1 active le métabolisme des glucides. Et elle qui a beaucoup d'accumulation de triglycérides au niveau du ventre et des cuisses. L'accumulation globale, c'est lié à une accumulation de graisse qui n'a pas pu être métabolisée. Il faut donc une alimentation complète pour favoriser ce métabolisme. Donc, la dénutrition, c'est manger riche et qui. Vous arrêtez de manger, vous
aggraver la situation. Mais il y a des réserves dans le corps. C'est pas les réserves. On vous a dit, l'accumulation n'est pas liée à... L'accumulation est liée au fait que le métabolisme n'a pas lieu. Et le métabolisme n'a pas lieu à cause des manquements des éléments actifs. S'il n'y a pas ces éléments actifs, ça va se passer comment? Parce qu'il faut vraiment qu'on se comprenne. Vous voulez brûler les graisses. Pour brûler les graisses, il faut les transformer en énergie. Pour qu'il y ait transformation en énergie, il faut la richesse des nutriments. Donc le régime de privation est un mauvais régime. Donc, elle doit, je crois que nous avons supposé nous avons suffisamment, nous avons eu des thèmes ici à finir avec l'obésité, où nous avons dit que l'idéal, le régime idéal était un régime où on devait soi-même contrôler, savoir quoi manger, savoir comment faire ses activités physiques, savoir l'apport insulinique des aliments, parce qu'on s'est rendu compte que quand l'apport... Mais quand vous dites savoir, vous pensez que tout le monde a la connaissance des apports insuliniques? Tout le monde ait la connaissance ou pas, nous sommes là pour donner la connaissance qui aide les gens. Donc vous voulez alors qu'on ne dise pas, vous voulez qu'on reste... Non, mais quand vous dites apport insulinique, il va tout savoir. Mais je crois que... Guy, vous étiez sur les plateaux quand on parlait d'en finir avec l'obésité. Je crois que c'est des éléments qu'on a développés ici. Mais vous voulez, quand il y a des sujets qu'on ne développe pas, moi je ne comprends pas. Non, parce que il faut développer. Nous avons dit, par rapport à un bon régime, qu'il fallait savoir comment agencer. C'est-à-dire, elle qui est obèse doit éviter un certain type d'aliments. Elle ne doit pas se priver, mais elle doit plutôt sélectionner. Voilà ce que le conseil que je crois que Micheline a saisi. Ce qu'elle manger. Mais avoir ces 3 repas, la privation, nous avons dit que les régimes privatifs, après, il y avait le phénomène yo-yo. C'est-à-dire, le phénomène, c'est que vous pouvez, comme vous voyez les gens prendre beaucoup de citron, vous perdez le poids, mais après, quand vous commencez à manger, ça double. Voilà. Ça revient au galop. Voilà. Merci, M. Talley, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Nous allons croire que les uns et les autres ont pu saisir quelque chose. Vous pouvez toujours reformuler vos questions. Si entre-temps, il y a des préoccupations, vous pouvez les retenir. Comme ça, la prochaine fois, n'est-ce pas, vous allez envoyer soit par SMS ou appeler. C'est vrai que la plupart de nos intervenants sont venus plutôt par SMS. Tout de même, merci pour cette animation. Et nous rappelons que l'émission LVB, vous pouvez la retrouver sur YouTube en tapant, vous tapez Askabi, vous avez l'opportunité aussi de taper soit Askabi, soit le vrai bien-être, ou alors Pascal Talley, c'est la chaîne YouTube de l'émission LVB, et vous aurez donc quelques propositions d'émissions. On vous encourage à vous ressourcer, n'est-ce pas, sur ces réseaux-là. Merci une fois de plus à M. Talley. Merci aux amis téléspectateurs. Retrouvons-nous tout à l'heure, lorsque ce sera à 19h30 dans le cadre de l'émission Renaissance. Bon week-end à toutes et à tous. Merci.